Bonjour tout le monde, bienvenue à la vidéo 14 du bloc 1. On change maintenant de densité de charge, de type de densité de charge. Donc, on avait des densités linéaires pour les objets linéaires jusqu'à maintenant. Et maintenant, on passe à des densités surfaciques, donc des objets qui auront une surface, donc en deux dimensions plutôt qu'en une seule dimension. En fait, ça va être surtout des disques qu'on va utiliser dans cette partie du cours. Donc, dans les notes de cours, ça nous amène à la diapo 108, où je commence à présenter la densité de charge surfacique. La lettre grecque qu'on va utiliser pour la représenter, ça va être sigma. Donc, au lieu de lambda, on a sigma. Vous aurez remarqué que lambda commence par un L comme linéique. Sigma commence ou représente le S grec comme surfacique. Et donc, quand c'est une densité uniforme, on va la définir par la charge divisée par la surface de l'objet. Entière ou en fait pour la partie qui est chargée de notre objet. Et bien sûr, on va pouvoir utiliser cette même relation-là pour aller définir notre petite charge dQ et on va additionner, donc en fait, faire l'intégrale des dQ pour obtenir la charge totale de notre objet, comme ceci. Donc, dQ, je rappelle, représente une petite portion, une petite partie de la charge, puis en fait, c'est la partie qui est incluse dans la petite surface dA de notre objet. La même relation existe entre Q total et A total qu'entre la petite charge dQ et la petite surface dA. Donc, juste un exemple de densité surfacique. J'en ai seulement fait une uniforme, mais ici, par exemple, on aurait 5 picots, 5 coulombs, si vous voulez le voir comme ça, 5 électrons, si vous voulez le voir comme ça, par mètre carré. Donc, c'est une densité surfacique. Les charges sont réparties uniformément sur la surface de mon gros rectangle que j'ai fait ici. On va aller regarder les densités surfaciques donc pour des disques. Et ce qu'on va faire, en fait, ça va être qu'on va additionner des anneaux jusqu'à obtenir un disque au total. Le disque pourra être troué. Si c'est le cas, on va avoir un rayon intérieur qui va être A et le rayon extérieur va être B dans tous les cas. Quand il n'est pas troué, on n'a pas de A, mais on a le rayon extérieur B quand même. Ça peut avoir l'air de parler d'un seul rayon puis de l'appeler B. La raison, c'est pour se garder A pour le rayon intérieur si on en a besoin. Avant de passer à notre premier exemple qui va être de trouver la charge d'un disque, je veux parler un peu plus de comment on va utiliser cette subdivision-là de notre disque en anneaux. Et c'est le principe que j'appelle le principe des rondelles d'oignon. Donc, si j'ai une tranche d'oignon, ben, j'ai plusieurs anneaux et chaque anneau concentrique s'additionne toute la gang pour obtenir finalement ma rondelle d'oignon au complet, ma tranche d'oignon. C'est mélangeant quand je dis rondelle d'oignon, parce qu'une rondelle d'oignon, dans le genre d'une rondelle frite, c'est vraiment juste l'anneau. Mais là, rondelle, ça peut être comme une rondelle de hockey, c'est tout le disque. Fait que j'essaie de parler de vraiment tranche d'oignon ou d'anneau d'oignon. C'est ce principe-là, j'espère que je ne vous mélangerai pas avec ça. Donc, l'idée, c'est qu'un de mes anneaux d'oignon porte la charge dQ. Donc, maintenant, je dis que c'est celui-là ici. Tout ça va représenter mon dQ. Je vais le mettre en rouge. Tout ça va être dQ. C'est toujours moins réussi quand j'essaie de le faire sur mon schéma à main levée. Donc, je vais avoir un petit anneau. Et tout ce qui est à l'intérieur de cet anneau-là, toute la charge qui est à l'intérieur va être ma charge dQ. Donc, mon anneau, il y a une certaine surface déjà parce que je suis obligée de lui donner une certaine épaisseur. L'épaisseur que je vais lui donner, ça va être l'épaisseur dr et la position, donc la distance de mon anneau par rapport au centre, ça va être R, le rayon. Et j'utilise cet anneau-là pour aller trouver mon dA, en fait, parce que j'ai besoin d'être capable d'écrire que dQ est égal à sigma dA. Et le but de mon expression ici, c'est de bien définir le dA. Fait que pour ça, on va déplier notre anneau d'oignon. Donc, ça, je vais le couper quelque part, puis je le déplie au complet. Ça me prend une forme qui ressemblerait à un rectangle. Pour vrai, il faudrait que ce soit un petit trapèze en quelque part. Pour vrai, il faudrait qu'il y ait une petite différence de longueur entre comme l'intérieur de l'anneau et l'extérieur de l'anneau. Mais on est dans un contexte infinitésimal, donc ce ne sera pas nécessaire de le considérer. Puis je vais vous prouver que ce n'est pas nécessaire de le considérer en allant additionner plein de surfaces d'anneaux comme ça
pour obtenir la surface totale de mon disque, de ma tranche d'oignon, si on veut. Donc, mon DR, c'est la hauteur ici du rectangle que j'ai fini par former. Et la longueur de la base, ça va être la circonférence de mon anneau, qui a une distance R, un rayon R, donc 2πr. Et c'est encore parce que c'est infinitésimal que ça ne dérange pas si mon R y arrive au début de mon anneau, au centre de mon anneau ou à la fin de mon anneau. Et encore une fois, c'est pour ça que je vais vous faire la preuve en retrouvant l'aire totale d'un disque à partir de cet élément-là. Donc, l'élément, le DA, ce serait l'aire du rectangle que je viens de créer ici. Donc, base, donc la circonférence, le 2πr, fois la hauteur dr. Donc, ça va être ça le DA qu'on va utiliser à chaque fois qu'on additionne des anneaux pour obtenir un disque au complet. Donc, si je cherche l'aire totale, ça va être l'intégrale de, donc la somme de tous les DA. Donc, l'intégrale de 2πr dr. Donc, 2π peut sortir. L'intégrale de r dr. Et là, je vais aller du centre de ma tranche d'oignon. Donc, ici, le plus petit anneau, en fait, n'a pas de rayon, un rayon nul. C'est juste comme le point, c'est le centre de ma tranche d'oignon, de mon disque, jusqu'au rayon total de ma tranche d'oignon ou de mon disque. Puis là, on venait de mentionner que le rayon final, d'habitude, on va l'appeler B. Donc, j'ai 2π qui restent en avant. L'intégrale de r dr, c'est r carré sur 2, évalué de 0 à b. Donc, 2π fois b à la 2 sur 2, moins 0 à la 2 sur 2. Ça me donne pi, les deux se sont simplifiés en haut et en bas, pi b carré. Donc, ici, vraiment, la version a est égale à pi r carré, si vous voulez, puisque mon rayon, je l'ai appelé b. Donc, le fait que je sois capable d'arriver à cette formule d'air-là, qu'on sait qu'il y a la bonne formule, me prouve que mon élément d'air dA, 2πr dr, ça fonctionne dans un contexte d'intégral. Il y a des petites approximations quand on essaie de regarder vraiment, de le visualiser en termes de rectangle ou quoi que ce soit comme ça, d'anneaux déroulés. Mais ça fonctionne parce que quand on refait l'intégrale, on obtient la bonne formule d'air pour le disque. Donc ça, on va aller appliquer ça avec notre prochaine diapositive, où on va aller trouver la charge d'un disque. Donc, mon disque a une densité surfacique de charge qui n'est pas uniforme parce que j'ai une variable R dedans et j'ai son rayon de mon disque de 10 cm. Donc, je connais sigma qui est 3 fois 10 à la moins 6 R coulomb par mètre cube. Je n'ai pas parlé des unités en tant que telles. Vu que sigma, quand c'est uniforme, c'est Q sur A, on aurait des coulombs par mètre carré. Là, j'ai mètre cube. Pourquoi? Parce que j'ai des mètres cachés ici. Donc, quand je trouvais mes mètres fois mes coulombs par mètre cube, ça revient bel et bien à des coulombs par mètre carré. Donc, dans ces surfaciques, ça va être par mètre carré. Et je connais aussi mon B qui est de 10 cm. Je vais le remettre en mètres. De toute manière, ici, j'ai des mètres cubes. Donc, ça va être 0,10 mètres quand je vais vouloir l'utiliser. Donc, pour trouver ma charge, je vais faire l'intégrale des dq, la somme de tous les dq. Et ça va être sigma fois dA. J'en profite pour vous reparler de sigma. Donc, si vous avez besoin de l'écrire au long, c'est sigma, par exemple dans un message Telnet. Et vous avez peut-être déjà vu ce symbole-là pour sigma, le symbole de sommation. Ça, c'est sigma majuscule. Lui, c'est sigma minuscule. Donc, dans mon cas, sigma, je vais le remplacer par l'expression que j'avais ici avec le R. Donc, c'est pas uniforme, donc je ne peux pas sortir mon sigma tout de suite. Et pour le dA, j'ai mon 2π R dr. Et j'aurais dû vous tracer ça sur le schéma. Donc, c'est un peu moins important qu'on peut juste trouver la charge pour qu'elle ait trouvé le champ électrique. Quand on fait le champ électrique, on a vraiment absolument besoin d'avoir
le DQ identifié sur notre schéma. Donc, ça, c'est mon DQ avec ma variable R, donc qui est à une distance R par rapport au centre de mon disque. Excusez-moi, j'ai perdu mon curseur de vue. Donc, je reviens et je peux sortir mes constantes. Donc, 3 fois 10 à la moins 6 et 2pi. Ça va me faire 6pi fois 10 à la moins 6. Il me reste R carré dr que je vais intégrer de 0 jusqu'à 0,10. Donc, du centre jusqu'à l'extérieur, donc la limite vraiment de mon disque. Ce que je voulais dire, c'est jusqu'à mon dernier anneau d'oignon, comme ça. Donc, l'anneau le plus grand qui va constituer le disque. Donc, 6pi fois 10 à la moins 6 reste tel quel. L'intégrale me donne R3 sur 3, évalué de 0 jusqu'à 0,10. Donc, 6pi fois 10 à la moins 6. 0,10 à la 3 sur 3 moins 0 à la 3 sur 3, si on y tient. Et ça me donne donc 2pi fois 10 à la moins 9. Et ce serait en coulomb. Donc ça, c'était ma démarche juste pour vous montrer comment on utilise le sigma une première fois. Mais bien sûr, notre but, c'est plutôt de calculer les champs électriques plutôt que juste les charges. Donc, à la prochaine diapositive, on veut calculer le champ le long d'un disque uniformément chargé avec tous les quantiques sont algébriques. En fait, c'est une démonstration d'une formule qu'on va pouvoir réutiliser quand on a vraiment le cas d'un disque uniformément chargé. Et on cherche le point quelque part le long de son axe. Donc, comme dans le cas de l'anneau, c'est l'axe qui est perpendiculaire au plan du disque. Et c'est au fond l'axe de symétrie, on peut le voir comme ça. Donc, l'axe de symétrie du disque. À une certaine distance que ici j'ai mis sur l'axe Y. Donc, on cherche le champ électrique pour un sigma qui est uniforme. À une distance Y, et j'ai déjà mon B qui est indiqué sur le schéma. Donc, sur mon schéma, puis je pense que je vais faire un peu plus gros, je vais aller placer mon DQ, qui va être un anneau. Je vais aller placer ma distance R, qui est la distance entre le point et l'anneau. Et là, je fais exprès de vous le mettre à deux endroits. Il faut vraiment se rappeler que notre DQ, maintenant, c'est plus une charge ponctuelle. C'est la première fois qu'on fait ça. Le DQ, c'est vraiment tout mon anneau au complet. Donc, le R, il est vrai n'importe où sur l'anneau. Il y a juste deux endroits où je peux le faire vu que je dessine en deux dimensions. Mais en tant que tel, le R part du point jusqu'à n'importe quel endroit de l'anneau. Ça resterait le bon R. Et ça m'amène à un petit problème potentiel. En fait, on va essayer de ne pas tomber dans le problème. Mon petit R, maintenant, il est réservé pour cette distance-là. Je ne pourrais pas utiliser petit R comme j'avais ici ou comme j'avais ici. Je vais avoir besoin d'une autre variable qui va être ma variable d'intégration, qui va être la variable pour laquelle je vais faire varier les rayons de mes différents anneaux. On a plusieurs choix, on peut s'inventer une variable quelconque. Ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller utiliser le fait que ce qu'on voit le mieux dans mon schéma, c'est la distance le long de l'axe des X. Fait que je l'ai appelé X, mais j'aurais très bien pu l'appeler Z, si je regarde ici, vu que j'ai la même distance sur l'axe Z. J'aurais pu m'inventer une autre variable, un autre type de R. Ça m'est déjà arrivé, juste pour vous donner un exemple, que dans mes cours d'électromagnétisme à l'université, on ne dit plus électricité et magnétisme, ça va entendre électromagnétisme. On utilisait des fois R et R, donc R détaché et R attaché, puis c'était pas la même quantité. Fait que si on voulait faire ça, je pourrais faire ça. Je pense que c'est plus mélangeant que nécessaire. Ici, on peut très bien aller utiliser le X et on voit très bien que ça correspond dans ce cas-ci au rayon de mon anneau. Donc, l'épaisseur de mon anneau maintenant, au lieu de s'appeler DR, va être DX.
Ensuite de ça, il me faut le champ électrique fait par mon DQ. Et là, c'est important de se rendre compte que c'est vraiment mon DQ qui est un anneau, encore une fois. C'est plus un DQ d'une charge ponctuelle. Et on avait vu que le champ par l'anneau utilisait déjà la symétrie pour faire en sorte qu'il y avait seulement un champ total en Y. Donc, on a déjà considéré qu'il y a une partie qui s'en va vers la droite, une partie qui s'en va vers la gauche, qui s'annule les deux, qu'il ne reste plus de composantes en X et en Y. On avait déjà dit ça pour l'anneau. Donc là, mon DE, c'est vraiment le champ fait par l'anneau que j'ai dessiné en rouge. Dans ma démarche, j'exigerai donc pas d'écrire que EX et EY, pardon, pas Y, EZ, sont égales à 0 par symétrie. Donc, ça reste que c'est vrai. C'est la symétrie du disque qui fait que ça fonctionne. Si ce n'était pas symétrique, je ne pourrais pas utiliser mon anneau comme DQ. Par contre, on ne le voit pas sur le vecteur DE ici que j'ai, comme je faisais dans le cas de l'anneau, je faisais un deuxième DQ, puis on regardait vraiment les deux, puis on peut voir que les composantes s'annulaient. Ici, ça se voit bien, ça se voit moins bien parce que mon DE n'a pas de composantes, mais c'est quand même vrai que c'est à cause de la symétrie qu'il n'y a pas de champ ni en X ni en Z, et c'est parce que la symétrie nous permet d'utiliser l'anneau comme DQ. Donc, avec tout ça, on s'en va calculer le EY, qui va être l'intégrale de tous les DEY. Et comme on vient juste de dire, on n'a pas besoin, il n'y a pas de composante, donc on n'a pas besoin d'un sin ou d'un cos θ rendu là parce que il existe directement sur l'axe Y. Par contre, le DE qu'on veut utiliser, c'est vraiment le DE pour l'anneau. Je vais juste vous ramener le E anneau qu'on avait déjà trouvé, qui était KQ sur R carré fois cosinus de θ. Donc, même si je n'ai pas de cos θ à ajouter pour décomposer, j'ai quand même le cos θ qui venait du E de l'anneau à utiliser. Mon DE va devenir exactement la même chose, mais avec DQ au lieu de Q total. Ça fait en sorte que mon θ, je dois aussi le voir sur mon schéma. Et je le place ici parce que c'est comme ça qu'il avait été défini quand on avait fait la démonstration du champ fait par un anneau. Donc, je me retrouve avec l'intégrale de K dQ sur R carré cos θ. Là-dedans, je peux sortir mes constantes. En fait, j'en ai juste une, c'est K qui est constant. Quand on avait fait l'anneau, R et cos θ étaient constants parce que quand on faisait l'anneau, ce qu'on prenait, c'est qu'on prenait un petit DQ ponctuel qu'on déplaçait partout le long de notre anneau. C'est pour ça qu'on fait maintenant. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs anneaux, donc du plus petit jusqu'au plus grand, et on les additionne. On additionne le champ fait par chacun de ces anneaux-là. Donc, à chaque fois que je déplace mon anneau, mon R va devenir de plus en plus grand, mon θ aussi va devenir de plus en plus grand quand je pars du centre et que je m'en vais vers l'extérieur. Donc, R et θ ne sont pas constants dans cette intégrale-ci. Je vais aussi ensuite devoir changer mon DQ. Donc, DQ va devenir sigma fois dA. Je garde mon R carré. Je garde mon cos θ. Sigma est uniforme, donc sigma, je peux le sortir de l'intégrale, donc cos sigma. Et je vais changer mon dA, qui va devenir 2πx dx, vu que j'ai dit que c'est x que j'utilisais pour décrire mon anneau, vu que mon petit r est réservé à r. C'est très important de ne pas se retrouver avec r dr, parce que ce n'est pas le même qu'ici, donc on aurait été porté à les annuler, sinon ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce n'est pas la même quantité. Le rayon d'anneau qui est ici n'est clairement pas le même r que la distance qui est jusqu'au point P. Donc là, je suis rendue avec 3 variables différentes dans mon intégrale. Il va falloir que je choisisse sur quoi je vais intégrer. Et dans ce cas-ci, je vais intégrer en θ. Vous allez voir que ça va donner une intégrale qui se fait bien et qui se fait bien, qui va nous permettre de faire une intégrale simple avec les bornes un petit peu plus compliquées. Donc souvent, c'est ça le genre de compromis
Les bornes sont plus évidentes en x, mais l'intégrale est moins belle. Les bornes sont un petit peu moins évidentes en θ, mais l'intégrale est plus belle. Et souvent, quand je fais les démonstrations, je les fais en θ pour, au fond, montrer un peu la version plus difficile. Donc, on intègre sur θ. Donc, je vais devoir changer x, dx et r. Je vais commencer par r. En fait, tous ces changements-là vont se faire avec le triangle rectangle que je vais dessiner ici à droite. Donc, j'ai petit r qui est ici, j'ai y, j'ai x et j'ai θ. Donc là, mon but, c'est d'intégrer sur θ. Je ne voudrais pas rajouter x parce que x, je vais aussi devoir le changer. Je peux mettre y parce que y est constant dans mon intégrale. Y, c'est la distance par rapport au point. Donc, je suis en train de regarder le petit anneau au centre ou le gros anneau à la fin. Ma valeur y, donc ma distance entre le point et le centre du disque, n'a pas changé. Donc, y et r, c'est adjacent et hypoténuse. Donc, ça va être avec cosinus θ que je vais pouvoir le changer. Cos θ va être égal à y sur petit r. Donc, quand je veux changer r, ça va être y sur cosinus θ. Ensuite, pour x, encore là, je ne voudrais pas rajouter r parce que j'aurais besoin de le changer par après. Donc, je vais aller avec y. Donc, j'ai côté opposé et côté adjacent. Donc, je vais utiliser tangente de θ qui va être égale à x sur y. Donc, x est égal à y tan θ. Ça va être bon pour remplacer mon x. Et j'aurai aussi besoin de remplacer dx. Et la dérivée de tangente de θ, c'est sécante carré θ. Et j'ajoute mon dθ. Vu que je vais avoir plusieurs cosinus, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer tout de suite mon sécante carré. En fait, c'est y dθ sur cosinus carré θ. Donc, sécante, c'est 1 sur cos. Donc, sécante carré, 1 sur cos carré. Donc, avec tous mes changements de variables, je vais aller pouvoir continuer mon intégrale. Donc, cos sigma sont encore à l'extérieur, mais je peux aussi ajouter mon 2pi qui va pouvoir sortir. Donc, 2pi cos sigma. Il me reste, dans l'ordre, je vais commencer avec mon r carré qui est en bas. Donc, vu qu'il est en bas, je vais prendre cette fraction-là et je vais l'inverser, puis je dois la mettre au carré. Donc, cosinus carré θ sur y carré. Donc, ça représente 1 sur r carré. Fois, je vais remplacer mon x, donc y tangente θ. Puis même là, vu que j'ai beaucoup de cos, je vais l'exprimer tout de suite avec sinus θ sur cos θ pour être capable de bien voir s'il y a des choses qui se simplifient. Donc, ça, c'est mon x. Ensuite, mon dx, donc y dθ sur cos carré θ. Et il me restait le cos θ qui était déjà là. Puis là, on va voir tout ce qui se simplifie. J'ai cos carré qui peut partir avec cos carré. J'ai cos qui peut partir avec cos. Et j'ai y carré en bas qui part avec les deux y qui sont en haut. Donc, quand je vous disais qu'on revenait à une intégrale simple, on vient à une intégrale qui est très simple. Il me reste 2pi cos sigma intégrale de sinus θ dθ. Là, ce qui peut être moins évident, c'est les bornes. Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas aller écrire une valeur pour θ en tant que telle tout de suite. Je vais la garder algébrique parce que ça va être plus simple à la fin de vérifier qu'est-ce qu'on obtient avec la primitive que de trouver une valeur tout de suite pour l'intégrale. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom. Donc, j'avais mon disque, j'avais son axe, et c'est certain que pour mon premier angle, donc quand
quand mon anneau est le plus petit possible, l'angle θ vaut 0, ça c'est certain. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à l'angle quand mon anneau est rendu le plus grand possible. Donc, je commence à 0, ça c'est certain. Et ici, quand c'est ma valeur maximale d'anneau, donc quand mon anneau complet a le rayon B, je vais appeler ça l'angle alpha. Ça aurait pu être n'importe quel nom, on va le remplacer par après. On l'a juste nommé comme ça. Donc, j'ai 2π cos sigma. L'intégrale de sin, c'est moins cos. Et ça va être évalué de 0 jusqu'à alpha. Donc, 2π cos sigma fois moins cosinus de alpha moins cosinus de 0. Donc, 2π cos sigma moins cosinus de alpha, moins, ça me donne plus, cos de 0, ça donne 1. Puis en général, dans une parenthèse, on ne laisse pas le premier terme de la parenthèse avoir le négatif. Donc, je vais réécrire ça, 2π cos sigma 1 moins cosinus de alpha. Et là, pourquoi j'ai dit que je n'avais pas donné une valeur exacte à θ, c'est parce qu'en fait, j'aurais pu aller essayer d'exprimer mon alpha avec, ici ça c'est y, avec arctan de b sur y. Ça ne m'aurait pas donné grand-chose parce que finalement, ce n'est pas tangente dont j'ai besoin ici, c'est cosinus. Ce que je peux faire à la place, c'est aller chercher tout de suite mon cosinus, qu'est-ce qu'il vaut dans mon schéma. Donc, selon ce schéma-là, cosinus de alpha est égal à côté adjacent y sur hypoténuse racine carrée de y2 plus b2. Remarquez qu'ici, ce côté-là, je ne l'ai pas appelé petit r, parce que petit r, c'était pour n'importe quelle position de l'anneau. Donc, quand mon anneau est plus petit ou plus grand. Là, quand je regarde alpha, je regarde vraiment quand je suis rendu à la fin, à la limite de mon disque. Donc, je ne vais pas réutiliser ma variable petit r qui est très générale pour le cas particulier d'être à l'extrémité du disque quand le rayon de mon anneau est rendu B. Donc, je peux aller remplacer avec 2π cos sigma 1 moins y sur racine carrée de y2 plus b2. Fait que ces deux formes-là sont aussi bonnes l'une que l'autre. Ici, c'est peut-être plus clair c'est quoi les variables qui sont en jeu avec le y et le b, mais souvent la formule est écrite avec le cosinus de alpha dedans. Il faut juste se rappeler de ce que le alpha représente, qui représente l'angle quand on est vraiment à l'extrémité du disque. Mais en tant que tel, les deux sont aussi bonnes l'une que l'autre. Donc ça, c'est mon EY. Et je peux écrire à la fin de manière vectorielle. Donc, 2π cos sigma 1 moins y sur racine carrée de y2 plus b2. Tout ça dans la direction J. Donc, c'était ma démonstration pour l'anneau. Je vais aller, pour le disque composé d'anneaux. Je nous ramène donc dans les diapositives. Donc, pour le plaisir de la chose, j'avais mis les lignes de champ. Puis en fait, vous pouvez remarquer qu'elles ressemblent énormément aux lignes de champ qu'on avait pour l'anneau. On ne peut pas vraiment avoir de différence dans les deux quand on regarde juste sur la tranche comme ça. Je passe à la diapositive 114 où on va venir appliquer ce concept-là. J'ai un disque de 3 mètres de rayon, porte une charge uniformément distribuée, disposée dans le plan YZ plutôt que X. Je vais aller vous dessiner ça en 3D tantôt. Et on cherche la force exercée sur une charge placée en, ça va être la valeur de X et 0, 0 en Y. Où faudrait-il placer une charge ponctuelle pour que la force exercée sur la première charge soit nulle? Donc là, vous pouvez voir que je commence à mélanger le type de questions qu'on avait plus au début de la session, où placer quelque chose pour que la force totale soit nulle ou bien pour que le champ soit nul. Le même genre de questions peut revenir avec différents objets. Donc, au début, on avait seulement des charges ponctuelles. Là, je peux utiliser une charge ponctuelle avec un disque, une charge ponctuelle avec un anneau. Je peux utiliser un anneau avec un disque. Donc, je peux vraiment utiliser le même genre de questions, mais avec différents objets.
Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que vu que ma charge Q1, ma charge ponctuelle, bon, premièrement, je vais réécrire les informations. Ça va être plus simple comme ça. Donc, le disque, c'est B, qui est de 3 mètres. La charge totale de mon disque est de 45 microcoulombs. Remarquez que vu que c'est uniforme, ça va me permettre d'aller trouver sigma tantôt en faisant Q sur A. J'y reviendrai tantôt. On va avoir Q1 de moins 5 microcoulombs placé en 4, 0, 0. Et on cherche où placer Q2 de moins 20 microcoulombs pour que Q1 soit à l'équilibre. Si je l'écris en équation, ça veut dire que la somme des forces sur 1 doit être égale à 0. Et ensuite, je vais placer, donc, je vais aller me faire un petit schéma par rapport à ça. Mon disque est dans le plan YZ, puis ma charge est située sur l'axe des X, donc il faut vraiment que je fonctionne en 3 dimensions. Ce que je trouve le plus simple pour ce schéma-là, c'est de mettre mon axe des X ici. Ici, je vais mettre mon axe Y, fait que c'est le même format d'axe que ce que je vous ai mis dans les derniers schémas. Et mon axe Z est sortant. Puis là, en le faisant en 3D, ça ressemble à ça. Fait que mon disque est dans le plan YZ, ça veut dire que mon disque est comme ça, approximativement. Et ma charge Q1 est quelque part ici. Donc, la première chose que je vais vouloir faire, ça va être de déterminer c'est quoi la force sur 1 par le disque. En fait, okay. Cette équation-ci, ça va vouloir dire que la force sur 1 par le disque doit être égale à la force sur 1 par 2. Elles vont devoir pouvoir s'annuler, elles vont devoir être dans des sens opposés. Mais en module, c'est vraiment ça qui va se passer. Pour ça, il va falloir que je trouve la force exercée sur 1 par le disque. Et ce que je connais, c'est une expression pour trouver le champ électrique par le disque. Donc, je vais utiliser Q1 fois E disque pour pouvoir trouver ma force sur 1 par le disque. Je peux le faire en module. Dans ce cas-là, il faut que je mette une valeur absolue à mon Q1. Ensuite, je vais pouvoir y aller d'un seul coup. J'ai fait d'un seul coup dans ma démarche. Je vais pouvoir y aller d'un seul coup. Je regarde toujours que j'essaie de faire la même chose que ce que j'ai fait sur ma feuille. Donc, je vais avoir Q1 et mon E par le disque, ça va être ce que je viens de trouver tantôt, 2pi fois K sigma fois 1 moins cosinus de alpha. Je peux retourner utiliser la version avec mes Y parce que mon disque a changé d'orientation. Mon Y plus Y, en fait, ce serait rendu X rendu là. Le alpha, vu qu'il n'utilise pas de système d'axe prédéfini, il n'exige pas comme l'orientation du disque d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça plus simple de recommencer avec alpha puis d'aller visualiser mon alpha dans ma situation. Donc, mon alpha va être entre le point où j'ai utilisé mon champ électrique, qui est le point où est située ma charge Q1, et l'extrémité de mon disque. Donc, ça, c'est mon alpha. Je sais que ce côté-ci est de 4. Ma charge est située en x égale 4. Ce côté-ci est de 3, vu que mon disque a un rayon de 3 mètres. Vous aurez peut-être reconnu mon super triangle 3, 4, 5 que j'utilise autant que possible. Donc, le R qui est ici va être 5. Donc, cosinus de alpha va être égal à 4 sur 5. Puis sinon, vous pouvez trouver très bien l'angle en faisant arctane de 3 sur 4, puis en utilisant cosinus de cet angle-là, pas de problème. Donc, avec ça, je vais pouvoir aller fabriquer tous mes chiffres parce que je n'ai pas encore trouvé le sigma. Je vais prendre le temps de le faire ici. Donc, Q sur A. Donc, Q sur pi fois B au carré. 45 fois 10 à la moins 6
divisé par pi fois 3 au carré. Et ça me donne une densité surfacique de 1,592 fois 10 à la moins 6 coulombs par mètre carré. Donc là, c'est vrai que je peux aller placer toutes mes informations. Donc, module de ma charge Q1, donc 5 fois 10 à la moins 6 fois 2pi fois 8,99 fois 10 à la 9 fois 1,592 fois 10 à la moins 6 fois 1 moins 4 sur 5 ou la manière que vous vouliez de calculer cosinus de l'angle alpha. Et ça me donne une force de 0,0899 newton. Cette force-là, éventuellement, j'aurais besoin de savoir elle est orientée dans quelle direction pour savoir à la fin où placer ma charge Q2. Donc, mon disque est positif. Son champ électrique serait sortant donc vers l'axe des X. Par contre, une charge négative que j'ai, donc la charge négative est attirée par le disque positif. Donc, la force sur 1 par le disque est vers les X négatifs. Ça veut donc dire que ma force c'est de faire un trait assez plein pour que vous voyez bien. La force sur 1 par la charge 2 va être vers les X positifs. Pour aller trouver où, je vais revenir à ceci. Fait que là, j'ai ma réponse à gauche, 0,0899. Et ça va être égal à la force entre deux charges ponctuelles, donc K, Q1, Q2 sur R carré. Donc R entre 1 et 2 au carré. Donc j'ai 0,0899 qui est égal à 8,99 fois 10 à la 9 fois Q1 qui est de moins 5 fois 10 à la moins 6, Q2 qui est de moins 20 fois 10 à la moins 6, tout ça divisé par R12 au carré. Ça me permet de trouver ma distance qui doit être de 3,16 mètres. Donc ça, c'est la distance entre Q1 et Q2. Il faut quand même que je détermine où doit être placé Q2 pour que la force sur 1 par 2 soit vers les X positifs. Vu que j'ai deux charges qui sont de même signe, cette force-là doit être répulsive. Comme ça pour vous, excusez. Donc, pour avoir ma force répulsive sur Q2 par Q1, il faut que Q1 soit à gauche pour vous par rapport à Q1. Donc, Q1 était là, Q2 doit être à sa gauche. Donc, vers les X, soit plus petits, soit carrément dans les X négatifs. Ça dépend de la coordonnée. Donc, ça, je peux me l'écrire en texte. Q2 doit être à gauche de Q1 pour F12 vers les X positifs. Et ça fait donc que X2 va être la position de X1 moins le R12. Donc 4 moins 3,16, ça nous donne une position de 0,84 mètres. C'est la fin de ma page. Je peux passer à une autre manière, c'est pas écrit. Donc finalement, Q2 est en 0,84 0 mètres. Donc, juste pour visualiser finalement, Q2 devait être placé quelque part ici pour que la force répulsive sur 1 par 2 soit vraiment vers les X positifs parce que la force entre le disque et Q1 était attractive, donc vers les X négatifs.
je vous ramène à mes diapositives juste pour vous montrer les lignes de champ. Fait que ça, c'est un numéro similaire, je crois, à une de vos questions qu'il y avait dans le Benson. Donc, si j'ai un disque et une charge ponctuelle, disque positif, charge négative, même si la résolution du numéro n'exigeait pas de faire des lignes de champ comme ça, on pourrait quand même les placer. Et quand je regarde ces lignes de champ-là, pour moi, je préfère imaginer que c'est le disque et Q2. Puis au fond, ça m'indique que là où il risque d'avoir un trou, là où il y a moins de lignes de champ, donc où le champ pourrait éventuellement être nul, ce serait quelque part ici. Parce que ici, c'est certain que le champ ne pourra pas être nul. Donc, en sachant que Q1 était à 4 mètres, mais ça veut dire que Q2 va être quelque part entre les deux pour que Q1 soit dans la région où le champ peut diminuer ou être nul. Ça va être tout pour cette vidéo-ci. Donc, je fais les 2 prochaines diapositives dans la prochaine vidéo.